Journal du révélateur anonyme. 28 septembre 2015. Alors que nous sommes en droit de se demander si une vie est possible dans un ailleurs lointain, la NASA atteste la présence d'eau sur la planète Mars. Les choses ne font que se confirmer au fur et à mesure du temps, mais les faits sont établis. Nul n'oserait contester ceci. Mais je ne suis point dupe, la NASA a très certainement une longueur d'avance sur leur propre Journal du révélateur anonyme. 2 octobre 2015. Du sang et des larmes viennent et viennent encore. Les médias mettent le feu aux poudres, ne faisant qu'envenimer le débat. Cela ne cessera donc jamais. Journal du révélateur anonyme. 31 octobre 2015. Parmi ces avions à profusion, un vol en perdition. Les menaces terroristes planent encore, et l'insécurité se profile à l'horizon. Rares sont ceux qui se méfient, et pourtant. Journal du révélateur anonyme, 14 novembre 2015. Ce ne sont point des hommes. Ce sont des êtres démunis d'esprit, où le bon sens n'est plus, et où les regrets sont vains. S'absoudre et se résigner, faillir à sa vie mais réussir sa mort, tels sont leurs principes si tant est qu'ils en aient. Tenter d'attenter à la vie d'autrui, en entraînant toute âme avec lui vers une mort des plus injustifiables, ne laissant derrière lui que la désolation et l'horreur même du spectacle. Haine et violence, leur barbarie afflige et scandalise, les peuples s'indignent et condamnent fermement ces actes d'atrocité. Pourquoi alors faut-il que le monde s'en rende toujours compte que quand le peuple d'Europe se voit meurtri et en devient victime? Pourquoi cette certaine forme de victimisation perpétuelle? Ces extrémistes sont les ennemis de tout peuple qui se dit civilisé, revendiquant un état de paix. Les coupables sont connus, mais les responsables, bien que désignés, sont volontairement méconnus. Si la politique de ce monde ne change jamais, alors ces actes perdureront à jamais. S'immigrer n'est pas s'immiscer, l'ennemi desservi d'idées s'armera par la force de persuasion ultime, ne craignant de faucher toute vie avant de se donner la mort. Il est important de s'unir et non de se diviser. Réagir à juste titre et non pas parce que cela bouscule nos propres intérêts. Des gens se meurent continuellement de par le monde, dans des régions pas plus en guerre que les nôtres. Il serait temps d'y mettre un terme. De près comme de loin, nous avons tous déjà été confrontés par la mort. Nombreux sont ceux qui ont perdu un être cher. Et il peut arriver que des regrets profonds se fassent, comme un désir inavoué, celle d'une parole qu'on aurait aimé émettre au défunt avant qu'il ne rende son dernier souffle. Quand nous nous trouvons seuls, le sommes-nous véritablement? Et à l'inverse, quand nous présumons être observés ou écoutés, qu'est-ce qui nous persuade du contraire? Trépasser ou franchir le pas, qu'advient-on après la mort? En ces lieux réside une âme. Ne point le prétendre ne justifie en rien son inexistence. Toutes bâtissent à son histoire, toutes ces pierres possèdent la leur. Tout mur qui compose ces lieux détiennent pour sûr les agissements d'antan. Les émotions dégagées des résidents d'autrefois, conservées à jamais des sous-sols jusqu'au toit. Déambuler dans une demeure oubliée, aux innombrables actions passées et aux pensées dépassées en mêlant les nôtres dans l'insensé. Les phénomènes dits paranormaux peuvent émerger à tout va, mais à différents niveaux et sans pour autant de l'au-delà. Vouloir comprendre en soi ne signifie point y croire. À mon sens, c'est une manière de réfléchir, de s'interroger,
Mais encore faut-il assumer les réponses aux questions que l'on pourrait se poser. La mort fait partie intégrante de la vie. Il est donc normal en soi d'y porter un certain intérêt. Chaque civilisation, chaque peuple a vu naître des théories et des croyances relatives à l'au-delà et à l'après-vie. Mais lorsque les dieux et les astres ne pouvaient suffire, il arrivait alors que l'homme s'adresse directement à ceux qui étaient susceptibles de révéler l'envers du décor, les esprits des morts. Cette méthode est la nécromancie et signifie deux mots en grec, mort et divination. Cette méthode, très anciennement pratiquée, consiste à interroger des personnes décédées, les invoquer pour prédire l'avenir. Le spiritisme moderne est généralement présenté comme la continuité d'une tradition ancestrale commune à la plupart des civilisations. Dans la Mésopotamie antique, pour les Assyriens et les Babyloniens, les morts étaient un souffle, une vapeur. Ils pouvaient hanter les maisons. Le destin des hommes était fixé dans l'autre monde. Dans l'Égypte antique, les Égyptiens croyaient en un cas, que certains auraient relié au périsprite du mort, au sens du terme périsprite donné par le spiritisme. C'est ce cas qu'ils essayaient de retenir dans le tombeau en lui préparant des offrandes. Dans certaines conditions, ils invoquaient les morts pour obtenir d'eux des rêves prémonitoires. Dans la tradition hébraïque, la loi de Moïse, le Deutéronome, interdisait aux Hébreux d'interroger les spectres et d'invoquer les morts. Selon le premier livre de Samuel, Saül consulta néanmoins la nécromancienne d'Endor pour s'entretenir avec l'esprit de Samuel, avant une bataille contre les Philistins. Dans l'Antiquité occidentale, en Gaule, les druides, et plus particulièrement les Vates, invoquaient régulièrement les morts dans des enceintes de pierre édifiées en pleine nature. Peuples et souverains les consultaient. Ce fut le cas de Vercingétorix, qui, avant de soulever la Gaule contre César, se rendit chez les prêtresses de l'île de Saint pour consulter les âmes des héros morts. Dans la tradition grecque, la communication avec les défunts faisait partie intégrante de la religion. Elle disposait de ses prêtres, de ses temples et même de sa fête annuelle qui n'est pas sans rappeler elle aussi le jour des morts. Dans la tradition romaine, on n'aimait guère les devins, qui autant que les vendeurs de filtres et de charmes pouvaient encourager les ambitieux à l'assaut du pouvoir. Tibère, Néron, Claude, Dioclétien sévirent sans succès, comme en témoignent de nombreux procès en sorcellerie. Par culture et par tradition, les empereurs et les généraux et tout le peuple de la Rome antique se pressaient chez les Sibylles, des prophétesses dont le ministère, fondé sur la communication avec l'au-delà, s'exerça d'abord en Grèce avant d'être popularisé dans toutes les contrées du vaste empire. Dans la tradition des évangiles, certains auteurs comparaient les anges à des esprits et utilisaient ces deux mots comme synonymes. En grec, qui est la langue des évangiles, le mot ange signifie très exactement messager de l'au-delà. Marie dialogue avec l'ange Gabriel et Jésus s'entretient avec Moïse et Élie, tous les deux pourtant décédés au moment de cet entretien. Même s'il s'agit de discussions entre humains et esprits, la nuance avec le spiritisme tient au fait qu'il s'agit d'apparitions et non venues de mort à la suite d'invocations. L'avenir n'est pas révélé à la demande de l'humain, mais au contraire, l'esprit est le messager de Dieu. Dans la tradition de l'islam, Mahomet s'entretient avec l'ange Gabriel. Par ailleurs, les djinns invisibles peuvent intervenir dans la vie courante. Le marabout est une figure traditionnelle de l'Afrique. Des mystiques musulmans affirment être en contact avec l'au-delà. La manifestation des défunts est considérée comme une possibilité pour la plupart des courants de pensée de l'islam. Dans le shintoïsme, selon la religion ancestrale du Japon, un nombre considérable d'esprits invisibles agissent en permanence dans les événements terrestres. Dans l'animisme, de tradition première, ils entretiennent une communication avec l'au-delà par le biais du chamanisme. Les chamans des premiers peuples d'Amérique, d'Asie, de l'extrême nord de l'Europe, de l'Afrique et de l'Océanie assurent le lien entre le visible et l'invisible. Les échanges avec les défunts ne représentent qu'une part de leur fonction. Le chamanisme se perpétue encore de nos jours. Dans la tradition du vaudou, appelée aussi candomblé au Brésil ou santeria à Cuba, est une variante de rite traditionnel africain importé par les anciens esclaves.
Les esprits des morts sont honorés lors des enterrements et peuvent prendre possession de danseurs lors des cérémonies rythmées de musique enivrante. Parmi toutes ces traditions, on retrouvait le mécanisme même de ce qui constitue aujourd'hui la base de la médiumnité. Et dans certains cas, les civilisations se sont servies de la médiumnité afin d'obtenir un réel pouvoir de domination sur autrui. Et elles auraient été nombreuses. Pourtant, le but de la médiumnité moderne serait l'aide aux prochains désireux de renouer contact avec les disparus. Les choses ont commencé à vraiment évoluer dès le 19e siècle, où une philosophie spirituelle et religieuse inédite, le spiritisme, allait remettre ses pratiques au goût du jour. Le spiritisme trouve ses origines aux États-Unis dès 1848. Bien que le terme spiritisme est inventé par Allan Kardec en 1857, mais je reviendrai sur lui un peu plus tard dans la vidéo. Dans une ferme à Hydesville, dans l'état de New York, vivent David Fox, un pasteur méthodiste, sa femme et ses 3 filles du nom de Kate, Léa et Margaret. Dès décembre 1847, des événements insolites viennent bouleverser la vie des habitants de la demeure du pasteur Fox. Tout débuta par des coups comme provenant de la cave et de la chambre à coucher. Des coups inexpliqués et persistants qui devinrent, pour Margaret et Kate, âgées respectivement de 15 et 12 ans, un amusement qui allait les amener, au moyen de claquements de doigts, puis par des coups frappés, à entrer en contact avec un invisible qu'elles surnommèrent Splitfoot, pour pied fourchu. Très vite, ce qui paraissait un divertissement prit une toute autre tournure. Dans la chambre qu'occupaient les jeunes filles, des meubles fort lourds furent déplacés. Le lit dans lequel dormaient les fillettes fut balancé et secoué, puis soulevé par des mains invisibles, et Margaret et Kate se plaignirent souvent de se sentir touchées par des mains glacées. En février 1848, la quiétude de la famille Fox fut troublée par une recrudescence de ces manifestations qui pouvaient parfois durer des nuits entières, interdisant tout repos à la maisonnée. Les parents cherchèrent des réponses, mais en vain. Le 31 mars 1848, Margaret et Kate arrivent à établir un contact par coup frappé avec ce supposé esprit. Kate et Margaret font part de cet étrange phénomène à leurs parents et prétendent donc qu'une entité a essayé d'établir une communication avec elles par l'intermédiaire de coups frappés dans les murs. Leur père se prend au jeu et commence à poser des questions sur sa famille à l'esprit, qui leur répond par des bruits suivant un code semblable aux morses et qui donne des réponses troublantes au vieux pasteur. La mère se joint alors à eux et commence elle aussi à poser des questions à l'esprit sur l'âge de ses filles. L'entité donne une bonne réponse. Ensuite, elle lui demande de combien d'enfants elle est la mère. L'entité donne une mauvaise réponse. 7 coups sont frappés au lieu de 6. Madame Fox repose alors la question et ajoute « Combien de vivants ?» 6 coups. Et combien de morts? Après une pause, on entend un coup plus puissant. L'esprit a tenu compte d'un enfant mort à 3 ans. L'entité n'a donc pas fait d'erreur. Les parents commencèrent à prendre la chose très au sérieux et la mère répliqua en demandant à l'entité si elle était un homme. Aucune réponse. Elle reformule sa question et demande « Êtes-vous un esprit ?» Un coup retentit. Le pasteur demande si l'entité accepterait de répondre à d'autres personnes. Un coup retentira pour signifier son accord. Des voisins eurent participé à ces expériences qui durèrent fort longtemps, apportant des réponses laconiques mais réelles aux multiples questions posées. Au fil des jours, on perfectionna la technique des contacts, et un jour, un dénommé Isaac Post eut l'idée de réciter les lettres de l'alphabet en demandant à l'esprit de désigner d'un coup, au passage, celle qui pouvait former les mots de sa réponse. Ce qui fut fait. On remarqua que ceci se passait principalement en présence des 2 fillettes, surtout de Kate, et l'on dut admettre qu'elles pouvaient, par leur présence, jouer un rôle d'intermédiaire. L'entité déclara se nommer Charles B. Rosma. Il dira avoir été colporteur et assassiné dans cette maison, dépouillé de son argent et enterré dans la cave, cette même cave où avaient été entendus les premiers coups. Il rajouta qu'il souhaitait une sépulture digne, lui permettant de trouver enfin le repos. Le sol de la cave sera fouillé à une profondeur d'1,50 m.
Monsieur Fox et ses voisins découvrirent du charbon de bois, de la chaux vive, des cheveux et après expertise, des ossements humains auxquels fut donnée une sépulture digne avec un service religieux. Après l'inhumation des premiers ossements, le calme revint et les manifestations difficiles cessèrent, mais ce phénomène qui allait révolutionner l'Amérique et le monde allait hélas entraîner un long supplice pour la famille Fox. Insultée, injuriée, malmenée, toute la famille partit pour Rochester sur les conseils répétés de l'entité elle-même, qui se manifestait encore de temps en temps. Margaret et Kate devinrent les interprètes de leur ami invisible, leur missionnaire. Elles eurent à subir la haine des congrégations religieuses et furent accusées d'imposture. Elles furent, après des contrôles les plus humiliants, sommées de renoncer à leurs pratiques. Mais monsieur et madame Fox, conscients de la valeur de ces découvertes, passèrent outre et, partant, se firent chasser de leur église. Comme le furent d'ailleurs tous ceux qui avaient adhéré à ces phénomènes qui laissaient entrevoir de consolantes vérités. Pour répondre aux attaques, les Fox proposèrent une séance publique à laquelle assista toute la population de Rochester. Cette communication, accueillie par de formidables huées, aboutit cependant, chose assez étrange, à la nomination d'une commission chargée de faire sur les faits incriminés une sérieuse et rigoureuse enquête. Or, à la stupéfaction et à l'indignation générale, les membres de cette commission, comme malgré eux, furent contraints de reconnaître et de proclamer que nulle trace de fraude n'avait pu être découverte. Rapidement, une nouvelle commission fut nommée et redoubla de rigueur dans ses procédés d'investigation. On fit fouiller les jeunes filles. Des dames adjointes à la commission les firent même déshabiller complètement, ce qui n'empêcha nullement les coups de retentir avec énergie dans la table des séances, tandis que tous les meubles de la salle dansaient de manière invraisemblable. Des réponses furent correctement faites par les esprits à toutes les questions qui leur furent posées, même mentalement. Et le tout en pleine lumière d'une séance publique où tout subterfuge était impossible. La bonne foi des spiritualistes était reconnue, la réalité des faits constatée, et le tout officiellement. Impossible de décrire l'indignation furieuse de la foule 2 fois déçue qui réclama de nouveaux contrôles. Une troisième commission aura lieu. Celle-ci fut choisie parmi les hommes les plus incrédules, les railleurs les plus incorruptibles, et le résultat de leur investigation tourna plus que jamais aussi à la confusion de leurs détracteurs. C'en était beaucoup trop pour la famille Fox. Bien sûr, on continuait à se gausser des esprits frappeurs, mais par ailleurs un mouvement se faisait. Des écrivains, des magistrats, des philosophes, des ministres du culte commençaient à se pencher avec intérêt sur ces manifestations extraordinaires, tandis que des journaux spiritualistes commençaient à paraître, ébranlant l'opinion publique. Les événements d'Hydesville donnent aussi naissance à un véritable phénomène de société. Moins de 6 ans après, en 1852, l'engouement pour le spiritisme atteint son comble aux États-Unis. 3 millions d'adeptes, d'innombrables médiums ainsi que de nombreuses revues spécialisées, le spiritisme moderne était né. Parmi les adeptes se trouvent des personnalités telles que Victor Hugo et Arthur Conan Doyle, ainsi que de nombreux savants et intellectuels. Le mouvement gagne l'Europe. Helena Blavatsky, Leonora Piper, Alan Kardec, Rasputin, Houdini et Arthur Ford. Grâce aux séances payantes et aux subventions de passionnés de spiritisme, les sœurs Fox ont pu se consacrer entièrement à la médiumnité. Kate a été engagée au service exclusif d'un riche banquier new-yorkais pour lequel elle matérialisera le fantôme de son épouse aux côtés du spectre de Benjamin Franklin. Kate se rendra ensuite en Angleterre où, entre 1871 et 1874, son cas sera étudié par William Crookes, président d'un prestigieux centre de recherche sur les manifestations paranormales, la Society for Psychical Research. Bien des années plus tard, les sœurs Fox avoueront avoir fabriqué le premier contact, puis se rétracteront pour enfin déclarer que toute cette histoire n'était qu'une supercherie. Les adeptes du spiritisme moderne n'ayant trouvé d'autres médiums, ces déclarations sont peu entendues. Kate meurt en juillet 1892 à l'âge de 56 ans. Margaret meurt en mars 1893 à l'âge de 59 ans, toutes deux totalement ruinées.
Voici ce qu'on pouvait lire le 23 novembre 1904 dans le journal de Boston. Rochester, New York, 22 novembre 1904. Le squelette de l'homme censé avoir causé les coups entendus pour la première fois par les sœurs Fox en 1848 a été découvert dans les murs de la maison occupée par les sœurs Fox, les innocentant de la seule ombre de doute qui ternissait encore leur sincérité dans la découverte de la communication avec les esprits. Les sœurs Fox affirmaient avoir appris à communiquer avec l'esprit d'un homme et qu'il leur avait dit avoir été assassiné et enterré dans la cave. Des fouilles successives ne réussirent pas vraiment à localiser le reste du corps afin de donner une preuve matérielle à leur récit. La découverte fut le fait des colliers qui jouaient dans la cave d'un bâtiment d'Hydesville, connu sous le nom de Maison du Revenant, où les sœurs Fox entendirent les coups. William Hyde, respectable citoyen de Clyde, propriétaire de la maison, fit une enquête et découvrit un squelette humain presque complet entre la terre et des murs croulants de la cave. Indubitablement celui du colporteur qui, affirma-t-on, fut assassiné dans la chambre est de la maison et dont le cadavre était caché dans la cave. Monsieur Hyde a averti les parents des sœurs Fox et l'avis de découverte sera envoyé à l'ordre national spiritualiste, dont les membres se rappellent avoir fait le pèlerinage à la maison du revenant, comme on l'appelait couramment. La découverte des ossements corrobore en pratique la déclaration sous serment de Margaret Fox du 11 avril 1848. Les moyens de communication avec ce nouveau monde qui venait d'être découvert s'améliorèrent, et après les claquements de doigts et les coups, la table tournante, la planchette Ouija, et enfin la main du médium, puisqu'apparut le phénomène de l'écriture automatique qui permit de recevoir de véritables messages. Les témoignages commencèrent à affluer, auxquels s'ajoutèrent bientôt ceux autrement importants d'hommes de science ou de célébrités de l'époque. Avant l'apparition du terme médium, on utilisait le terme de somnambule pour désigner des personnes qui, dans un état hypnotique, attestent d'une sensibilité exceptionnelle ou bien affichent des comportements sans rapport avec leur personnalité habituelle. L'état d'hypnose chez un individu désigne un état modifié de conscience, distinct du sommeil. L'hypnotiseur n'étant que la personne qui permet à l'hypnotisé de parvenir à cet état de conscience. Elle peut également être induite par la personne elle-même. On parle alors d'auto-hypnose. L'invention du terme hypnose revient au médecin écossais James Braid en 1843, en référence aux travaux du célèbre médecin allemand Franz Anton Mesmer. En 1773, le mesmérisme, également appelé le concept de magnétisme animal, fait référence à de nombreuses théories selon lesquelles tous les êtres sont soumis à l'influence d'un fluide magnétique universel, fluide pouvant servir de base à une pratique thérapeutique. Franz Anton Mesmer avait l'ambition de donner une interprétation rationnelle à des phénomènes que l'on peut décrire sous le terme général de transe et qui pourtant sembleraient désigner l'irrationnel ou la magie. Explorées du XVIIIe au XIXe siècle, les théories de Mesmer se sont révélées importantes pour l'essor des sciences telles que la psychologie, la médecine, mais aussi la parapsychologie. Le magnétisme animal fut à l'origine de nombreuses polémiques et débats en France, jusqu'à être unanimement condamné par les médecins. Toutefois, les tentatives pour développer les applications scientifiques de l'hypnose et du mesmérisme sont alors éliminées par l'expansion du spiritisme et sa propre définition des médiums. Allan Kardec, ou de son vrai nom Hippolyte Léon Denisard Rivail, est un homme de science lyonnais ayant vécu de 1804 à 1869. Il enseigne la physique, la chimie, l'anatomie, l'astronomie et s'intéresse également aux recherches sur le magnétisme animal et l'hypnose. Il lui sera demandé en tant qu'homme de science et grand académicien de mettre de l'ordre dans des communications que reçoivent les participants lors de séances de table tournante. Ces séances se sont multipliées en Europe après l'engouement que les États-Unis eurent connu à la suite de l'affaire des sœurs Fox. Perplexe, Allan Kardec assiste pour la première fois à ce genre de réunion en 1854.
Très vite, il se passionne littéralement pour cette pratique et se met en tête d'en comprendre les tenants et les aboutissants, comptant pour cela sur son esprit et sa méthodologie scientifique. Cette passion lui a valu d'accumuler sur le sujet, au fil des ans, une documentation très complète. Partagé entre deux sentiments opposés, d'une part, son réel engouement pour le progrès scientifique grandissant du 19e siècle, et d'autre part, son penchant mystique qui tend à l'attirer vers les phénomènes occultes. Kardec se lance alors dans une analyse des phénomènes supposés faire intervenir des esprits. Après un travail de synthèse, il publie le 18 avril 1857 son œuvre majeure, le Livre des Esprits. Le terme médium sera pour la première fois évoqué. En 1858, il fonde la Société parisienne d'études spirites, ainsi que le journal La Revue Spirit. Au fil du temps, il se laisse entraîner pour satisfaire sa curiosité à des séances d'écriture médiumnique qui d'abord le troublent avant de le convaincre. Le substantif médium passa dans le langage courant avec la diffusion de son livre Le Livre des médiums, publié en 1861. Dans cet ouvrage, le mot médium, du latin medium, milieu intermédiaire, désigne une personne pouvant servir d'intermédiaire entre les esprits et les hommes, et la médiumnité désigne l'ensemble des facultés spécifiques au médium. Bien que représentés dans de multiples activités, les médiums sont généralement associés au mouvement spirit ou au domaine de surnaturel. Par la suite, Allan Kardec publiera l'Évangile selon le spiritisme, le ciel et l'enfer, et la Genèse selon le spiritisme. Il posera alors les bases de ce qu'on appelle la doctrine spirit. Aujourd'hui, si l'on doit définir un médium dans le domaine du spiritisme, c'est une personne extrasensorielle, c'est-à-dire une personne sensible à des influences ou à des phénomènes non perceptibles par les 5 sens, sensible à la présence d'esprit et possédant la faculté de communiquer avec eux. Après la mort d'Allan Kardec en 1869, ses principaux continuateurs en France sont Gabriel Delanne, Léon Denis, et l'astronome Camille Flammarion qui prononce l'éloge funèbre de Kardec. La doctrine spirit connaît dans la seconde moitié du 19e siècle une expansion et une popularité importantes, notamment dans les milieux intellectuels, littéraires ou savants. Le photographe Édouard Beguet, qui proposait à ses clients leur portrait avec l'esprit d'un être cher disparu. Victor Hugo, qui affirme communiquer avec sa fille décédée, Léopoldine, et déclare « Ceux que nous pleurons ne sont pas absents. Ce sont les invisibles ». Alexandre Dumas participe à des séances de table tournante et y côtoie George Sand, Victorien Sardou et Théophile Gautier. Sir Arthur Conan Doyle s'engage quant à lui en faveur du spiritisme et ouvre rue Victoria à Londres en 1925 une librairie spirit. L'auteur de Sherlock Holmes consacre la fin de sa vie à animer des conférences sur le spiritisme et sur le spiritualisme dans le monde entier. Il préside d'ailleurs le congrès Spirit mondial de Londres en 1928. Le spiritisme déclinera quelque peu vers la fin du 19e siècle, mais le mouvement connaîtra une deuxième grande vogue durant et après la Première Guerre mondiale. Cette guerre fera plus de 9 millions de morts et 6 millions d'invalides. Elle sera suivie par la grippe espagnole entre 1918 et 1919, causant la mort de près de 50 millions de personnes. Le mouvement spiritualiste offrait le réconfort de penser que ces morts vivaient toujours en quelque sorte. Il signifiait qu'il était possible de communiquer avec eux et que lors de ces communications, les disparus se voulaient rassurants envers les proches. Le spiritisme apparaissait à beaucoup comme la promesse tenue d'une véritable consolation. Ceci explique aisément ce regain dès 1918. Il y eut évidemment des sceptiques au tout début du 19e siècle. Un des plus connus fut Harry Houdini, grand magicien de son temps. Harry Houdini, prestidigitateur américain d'origine hongroise, a été probablement le magicien le plus célèbre de tous les temps, mais aussi un sceptique éminent. Le spiritisme en général attirait en son temps une vaste audience et jouissait d'une immense renommée. La seule raison qui a poussé Houdini à s'intéresser au spiritisme à cette époque était l'espoir qu'il gardait que des médiums puissent contacter sa défunte mère, disparue en 1913. Mais le magicien connaît tous les trucs qui peuvent permettre de tromper toute personne confrontée à un médium.
Peu à peu, il va acquérir la conviction que le mouvement est frauduleux et décidera de mettre son art au service de la cause sceptique. Houdini a brillamment confronté tous ces médiums et spiritualistes. Il expliquera: les magiciens sont formés pour faire de la magie, et c'est pourquoi ils sont capables, pendant une séance, de détecter plus rapidement que les autres témoins des gestes trompeurs qui vous échappent si vous ne connaissez pas toutes les subtilités du détournement d'attention. Il n'hésitera pas à se déguiser pour confronter incognito les médiums sur leur propre terrain. Des cornets flottant mystérieusement dans les airs? La lumière revenue et on découvrira que les mains du médium sont noircies par la suie dont Houdini avait subtilement enduit sur l'instrument. Houdini part donc en tournée de démystification. Il était contre le phénomène des médiums. Il fera tous les États-Unis pour prouver que les médiums sont des fraudeurs, pour les discréditer. Il déjouera diverses astuces, dénoncera tous les trucs et affirmera que les communications avec les esprits sont d'une banalité sans nom à la portée de n'importe quelle personne. Eileen G. Garrett est parmi les médiums les plus respectés du XXe siècle. Sa compréhension et sa contribution dans le domaine étaient sans pareil quant à la médiumnité et aux phénomènes qui y sont liés. Étant une femme très sensible, elle était très attentive aux ressentis et aux émotions des gens qui l'entouraient. Sa vie fut traversée par diverses tragédies. Ses deux parents se sont suicidés peu de temps après sa naissance et elle a été adoptée par sa tante et son oncle. Un jour, étant enfant, elle aperçut sa tante favorite qui vivait à une trentaine de kilomètres de chez eux, marcher avec un nouveau-né dans les bras. En s'approchant d'elle, la tante dit à Eileen: « Je m'en vais désormais et je dois prendre le bébé avec moi. » Eileen a couru chez elle pour avertir sa tante adoptive de ce qu'elle avait vu. Cette dernière l'a punie pour avoir raconté des histoires. Le jour suivant, elle apprit que sa tante décéda en tentant de donner naissance à son enfant, qui lui aussi mourut sur le coup. Elle commença donc rapidement à se poser des questions sur la vie et la mort. Un peu plus tard, elle tomba malade et découvrit qu'elle avait la tuberculose et d'autres maladies respiratoires qui la forcèrent, vers l'âge de 15 ans, à quitter l'Irlande pour le climat de Londres. À Londres, elle donna naissance à 3 fils qui moururent hélas tous à de très bas âge. Tragédie une fois de plus, puisqu'elle perdit son second mari qu'elle vit mourir dans une vision. Elle fit plus tard la connaissance de James Ewart Mackenzie, le fondateur du Collège des sciences psychiques de l'Angleterre. James Mackenzie ainsi que sa femme Barbara étaient conscients qu'ils avaient besoin d'un médium pour bien capter les messages de l'au-delà. Eileen resta à ce collège et y étudia ces phénomènes jusqu'en 1929, année où James Mackenzie mourut. Confuse et croyant que ses pouvoirs de médium n'étaient qu'une double personnalité qu'elle s'était créée, elle décida de déménager aux États-Unis pour trouver de l'aide auprès de la communauté scientifique. Là-bas, elle fit de grandes connexions avec divers scientifiques et parapsychologues. Elle se proposa aussi à faire quelques tests psychologiques et physiques intenses qui expliqueraient le processus de la médiumnité ou du psychisme chez certains individus. Peu de temps après la Deuxième Guerre mondiale, elle commença à publier un magazine, le Tomorrow, un mensuel, tout en créant la firme de publication créative H-Press. Plus le temps passa, plus elle publia des mensuels divers tels que le Parapsychological Monograph ou encore International Journal of Parapsychology et Parapsychology Review. La conscience précoce de ses dons psychiques et de son hypersensibilité l'avait conduit à devenir médium. Elle participa à la Society for Psychical Research en Angleterre. Elle collabora brièvement avec Rin et créa le Parapsychology Foundation. Elle a toujours accepté les tests de la communauté scientifique. Étant une chercheuse dans le domaine de la psyché, elle reconnaît le besoin d'avoir une source scientifique, mais aussi une grande ouverture d'esprit lorsqu'on investit dans les phénomènes paranormaux. Puisqu'elle était un auteur, une lectrice assidue et une éditrice, elle a cru qu'il serait bon de publier quelques idées ou expériences avec le public. En 1930, 4 personnes se retrouvent pour une séance de spiritisme. L'organisateur et financeur est Harry Price, un riche chercheur passionné de phénomènes inexpliqués. Il invita la célèbre médium Eileen Garrett, un journaliste australien du nom de Ian Coster et un ami à lui. Une dactylographe assiste à la séance au cas où des esprits se manifesteraient. Harry Price avait décidé d'entrer en relation avec Sir Arthur Conan Doyle, qu'il connaissait très bien et qui était mort depuis quelques mois seulement. Il était aussi un ami d'Eileen Garrett.
La séance commença et, alors qu'elle tenta d'entrer en contact avec Arthur Conan Doyle, la médium fut en proie à une vive agitation et éplait un nom. Irwin. Rapidement, elle émit quelques mots avant de déclarer « La masse totale du dirigeable était bien trop importante pour la capacité des moteurs. Les moteurs étaient trop lourds. » Sans le savoir, Eileen Garrett venait d'entrer en contact avec le défunt officier qui commandait le dirigeable britannique R-101, le capitaine Herbert Carmichael Irwin. Le ballon dirigeable R-101 s'était écrasé 2 jours plus tôt sur une colline en France, entraînant la mort de 48 personnes. Le capitaine du R-101 commence alors à parler par l'intermédiaire du médium. Un flot de vocabulaire technique sortit de la bouche de cette dernière. La force ascensionnelle totale a été mal calculée, il faut en informer le jury. Et cette idée de gouvernail nouveau est complètement folle. Gouvernail enrayé, conduite d'huile bouchée. Ce système extravagant de carbone et d'hydrogène est totalement stupide. Elle rajouta devant ses interlocuteurs médusés « n'a jamais atteint l'altitude de croisière, et c'est bien trop court. Mauvaise injection du carburant, la pompe à air n'a pas tenu. Mauvais temps pour un long vol. L'eau stagne au-dessus, on penche vers l'avant, impossible de redresser, impossible de s'élever. On a failli toucher les toits à Hachi. J'ai dû m'y reprendre à 5 fois pour partir. » Toutes ces révélations seront scrupuleusement rapportées. Personne n'était spécialiste en mécanique aéronautique autour de cette table ce jour-là. De toute manière, comment aurait-il pu connaître certains détails que seul Irwin connaissait ? Par exemple, le médium a donné une information sur l'incapacité de l'engin à atteindre sa vitesse et son altitude de croisière. Je cite, « La structure était entièrement imbibée d'eau et le nez de l'appareil pointait vers le bas. » Ce témoignage est inespéré et apporte des tas de détails précis avant même le rapport officiel, chose qui est impossible. Tout ce qu'elle rapportera ce jour-là ne sera confirmé que des mois plus tard par des experts en aéronautique. Cependant, il est important de noter que, 10 jours avant le drame, Eileen Garrett avait eu la vision d'une catastrophe imminente. Et au cours des mois qui ont précédé le drame, la presse a abondamment commenté tous les détails de l'opération, en donnant de nombreuses informations techniques. Donc, ayant pu avoir connaissance de ces informations, il est logique de penser que tout cela a très bien pu s'imprimer dans l'inconscient du médium. On peut donc se demander si ces messages ne pourraient pas provenir du subconscient d'Eileen Garrett. De toute façon, même si ce qu'elle rapporte lors de cette séance de spiritisme corrobore avec le rapport des experts officiels, cela ne constitue en rien une preuve aux yeux de la commission d'enquête et ne sera pas non plus accepté au dossier du ministère de l'Air. Le spiritisme, perçu comme une nouvelle science vers la fin du XIXe siècle, offrait le moyen à l'homme de pouvoir communiquer avec les trépassés. Un grand nombre d'outils virent le jour afin d'obtenir plus facilement des messages de l'au-delà, et ce, sans avoir obligatoirement recours à l'intervention d'un médium. La planchette Ouija. Bien que certaines sources affirment qu'un outil similaire fut utilisé dans la Rome et la Grèce antique, il n'existe aucune trace de Ouija au sens strict avant la fin du XIXe siècle. À partir des années 1870, les adeptes du spiritisme mettent au point divers systèmes mettant en jeu une aiguille désignant des lettres et des chiffres écrits sur un support. On peut notamment citer le psychographe de Hudson Tuttle, créé en 1880, ou le câblegraphe de George Foster Pearson, datant lui de 1900. D'autres instruments, comme le spiritoscope du professeur Robert Hare, sont eux d'une très grande complexité et visent à écarter toute possibilité de tricherie. Les curseurs de Ouija existaient déjà dans les années 1870-1880, comme de simples petits chariots servant de jouets. Les premiers médiums attachaient un crayon à l'extrémité de ces planchettes, puis laissaient celle-ci se déplacer au-dessus d'une feuille pour ensuite essayer de donner un sens aux lignes tracées. C'est vers la fin des années 1870 que le Ouija sous sa forme actuelle apparut. Son origine découle probablement de la diptologie, cette méthode qui consistait à interroger les défunts par l'intermédiaire de coups frappés sur les tables tournantes ou sur un objet quelconque afin de désigner une lettre de l'alphabet, un oui ou un non. 2 hommes d'affaires américains, Elijah Bond et Charles Kennard, s'approprièrent cette idée et obtinrent leur brevet le 10 février 1891. La Ouija venait officiellement d'être inventée.
La Ouija est une planche sur laquelle apparaissent les lettres de l'alphabet latin, les 10 chiffres arabes, ainsi que les termes oui, non et au revoir. Contrairement à la croyance populaire, Ouija ne serait pas une combinaison du français pour oui et de l'allemand ja. Un historien du nom de Robert Murch, après avoir enquêté pendant des années sur le sujet, affirme que c'est la belle-sœur de Elijah Bond, Ellen Peters, qui était d'après Bond une puissante médium, qui fournira la marque par le biais d'une séance. S'asseyant autour d'une table, elle explique qu'elle a demandé à la planche comment il fallait l'appeler, et le nom Ouija est apparu. Et quand elle demanda ce que cela voulait dire, la planche a répondu « Bonne chance ». Voilà l'histoire qui émergea des lettres des fondateurs de la Ouija. Bond et Kennard, les 2 hommes d'affaires, ne cherchèrent cependant pas à commercialiser leur nouvelle création, et en 1892, leur société fit faillite. 2 des employés de Kennard, les frères William et Isaac Fuld, étaient cependant persuadés du potentiel commercial de cet objet. En 1901, ils lancèrent chacun une petite production de planches de leur propre fabrication. L'entreprise de William Fuld acquit cependant les droits liés au nom et à l'invention du Ouija. Ayant été tirée de son contexte spiritiste par Bond et Kennard, la Ouija fut considérée comme un simple jeu de société au début du XXe siècle. Les premières publicités commencèrent à apparaître dans les journaux. On pouvait lire notamment « Ouija, la merveilleuse planche parlante, appareil magique qui répond aux questions sur le passé, le présent et le futur avec une précision incroyable et promet un amusement sans faille et du divertissement pour toutes les classes sociales. » Inutile de le nier, le principe est plutôt simple. Il suffit d'1 ou 2 personnes s'asseyant autour de la planche, plaçant leurs doigts sur la planchette et posant une question à l'éventuel esprit invoqué. La planche devrait en principe se mettre à bouger de lettre en lettre, épelant ainsi les réponses de l'esprit contacté, réponse de sa propre volonté. La médium américaine Pearl Lenore Curran eut cependant l'idée en 1912 de réutiliser le Ouija à des fins de divination. Son usage se répandit petit à petit dans les cercles du spiritisme et les milieux ésotériques. La Ouija connut un franc succès à partir des années 1920 et les ventes explosèrent. La planchette Ouija fut cependant interdite en France à cause du nombre de suicides qu'elle causait vers la fin du XIXe siècle. William Fuld mourut en 1927 et ses descendants continuèrent toutefois à produire des Ouija. En 1966, son entreprise fut rachetée par l'éditeur de jeux Parker Brothers, qui est toujours à l'heure actuelle le détenteur du brevet et du nom Ouija. Il existe cependant une multitude de marques commercialisant des Ouija similaires sous un autre nom. En 1920, Thomas Edison déclarait pour American Magazine « Je voudrais fournir aux chercheurs spirites un appareil qui leur permettrait de travailler d'une manière strictement scientifique. Cet appareil est basé sur le principe de la valve, tout comme un microphone amplifie plusieurs fois le volume et la portée de la voix humaine. Ma valve amplifie énormément toute force ou énergie, aussi minime qu'elle soit, par laquelle un esprit pourrait se manifester. Je travaille déjà depuis un certain temps sur la mise au point des détails. D'ailleurs, un de mes assistants vient de mourir, et comme il connaissait exactement le but que je poursuis, je suppose qu'il sera le premier à se servir de mon appareil, à condition qu'il soit en mesure de le faire. » L'inventeur et ingénieur était aussi obsédé par l'idée d'entrer en contact avec les morts, comme le révèle Le Royaume de l'au-delà, dernier chapitre de ses mémoires et observations, publié pour la première fois aux États-Unis des années après sa mort en 1948. Cette dernière partie avait étrangement disparu des éditions postérieures. Si ce texte a pu être sauvé de l'oubli, cela est dû en partie à sa traduction française, publiée par Flammarion en 1949 et exhumée par Philippe Baudouin, philosophe de formation, historien et documentariste français. Ce texte met au jour une facette méconnue de Thomas Edison, qui se révèle obsédé par la survie de l'âme, à laquelle il croyait et s'acharnait à vouloir en offrir la preuve grâce à la technique. À partir de la fin des années 1870, il s'était mis en tête de concevoir une machine que Philippe Baudouin nomme aujourd'hui de nécrophone pour entrer en communication avec les morts. Edison croyait non seulement aux fantômes, mais en plus il les imaginait bavards.
Aucun prototype du nécrophone n'a à ce jour été retrouvé. Marconi et Tesla, pionniers de la radio, pensaient également pouvoir entrer en contact avec les morts, tandis que Sir William Crookes, inventeur du radiomètre, ou Sir Oliver Lodge, père de la radio, croyaient tous deux que l'autre monde était une longueur d'onde dans laquelle nous passons lorsque nous mourons. Friedrich Jürgenson, estonien d'origine, était un peintre, archéologue et ancien chanteur d'opéra vivant en Suède. Un jour de juin 1959, près de Stockholm, il décide d'enregistrer le chant des oiseaux dans la campagne à l'aide d'un magnétophone. En réécoutant un de ses enregistrements, il crut entendre une mélodie ainsi qu'une faible voix norvégienne parlant des oiseaux de nuit. Je cite: « J'ai entendu comme un bruit, vibrant comme un orage, où l'on n'entendait que vaguement le gazouillis, suivi d'un solo de trompette et d'une voix d'homme qui parlait en norvégien. Ces bruits, inaudibles lors de l'enregistrement, n'apparaissaient que lorsqu'il repassait la bande. Jürgenson a rapidement supposé qu'il s'agissait d'une interférence radiophonique, mais il n'y avait aucun émetteur à l'endroit où l'enregistrement avait été réalisé. Intrigué, il multiplia les enregistrements et capta d'autres voix, dont celle de sa mère. Je cite: « J'étais dehors en train d'enregistrer de nouveau les oiseaux. Quand j'ai réécouté la bande, une voix m'a dit « Friedel, est-ce que tu m'entends ?» C'était la voix de ma mère décédée. Friedel, c'est le surnom qu'elle me donnait. Son matériel se limite à un magnéto à bande. Il ouvre simplement le micro, déclenche l'enregistrement et parle distinctement dans la pièce, laissant de l'espace aux voix pour répondre. Celle-ci s'exprime souvent dans une mixture de langues, un mélange de suédois, d'allemand, de russe, d'anglais et d'italien. Un cap venait d'être franchi. On ne se contente plus de parler directement aux esprits, on les écoute également. On appelle ça la TCI, la transcommunication instrumentale. La transcommunication instrumentale est le nom donné par le professeur Ernest Jankowski, physicien allemand, pour la technique de contact avec les esprits, utilisant tout moyen électronique pour capter des images d'esprits et pour enregistrer leur voix, des PVE. Au printemps 1960, l'une des voix ordonna à Jürgenson d'utiliser la radio, et c'est cette technique qu'il utilisera jusqu'à sa mort. La fréquence 1485 kHz, sur laquelle il se connectera le plus fréquemment, porte d'ailleurs son nom. Jürgenson abandonne la peinture pour se consacrer à ses enregistrements qu'il collectionne minutieusement et documente dans des livres. Pensant avoir identifié des messages en provenance d'amis ou de parents défunts, il publia ses découvertes en 1964 dans le livre Voix de l'espace. Il a tenu au même moment une conférence de presse sollicitant l'intérêt de la Société Max Planck et de l'Université de Fribourg, ainsi que des organismes moins connus comme la Société internationale du paranormal et l'Association de parapsychologie des États-Unis. Friedrich Jürgenson fut un des pionniers dans la recherche de ce que l'on appelle aujourd'hui des PVE, des phénomènes de voix électroniques. Jürgenson a également initié le parapsychologue Konstantin Rao-Duvay à l'expérimentation des enregistrements de PVE. Le docteur Rao-Duvay va donc limiter et étendre les recherches de Jürgenson. Il va s'imposer comme l'expert des voix spectrales. Rao-Duvay rend visite à Friedrich Jürgenson en 1965. Rao-Duvay décide de mener ses propres expériences utilisant plusieurs techniques comme les magnétophones reliés à des micros fermés ou ouverts, enregistrement de signaux radio réglés entre deux stations ou de sons errants capturés sur le fil téléphonique. Il déclare avoir mis au moins 3 mois pour que son oreille devienne réceptive aux voix. Par la suite, il a fait participer de nombreux volontaires à ces expériences pour lesquelles il avait élaboré une procédure rigoureuse avec une triple réécoute de chaque bande. En 1968, Rao-Duvay publie son livre « L'inaudible devient audible » après avoir analysé 72 000 enregistrements. Une expérience contrôlée a été menée avec le chef des ingénieurs de Pi Records, avec installation d'équipements spéciaux afin de bloquer les fréquences radioélectriques et les signaux de télévision. Rao-Duvay lui-même prétendait entendre les messages de Staline, Hitler, Mussolini et autres personnalités connues du XXe siècle. Son second livre, Survivre à la mort, sort en 1973. À sa mort en 1974, Konstantin aura enregistré près de 100 000 messages de l'au-delà. Ce qui prouve aux yeux des scientifiques que ces enregistrements ne sont pas des ondes radio,
c'est que ces PVE nomment directement le chercheur lors de l'expérience et entretiennent un dialogue avec lui. Ce ne sont pas des mots isolés, ce sont des phrases courtes parfaitement cohérentes dans une situation précise. Par définition, un phénomène de voix électronique désigne la présence sur un enregistrement audio d'un message linguistique de provenance inconnue, distingué par le bruit blanc d'un enregistrement. Monique Simonet, institutrice française, fut considérée comme la pionnière de la TCI en France. En 1979, Madame Simonet se trouvait alors à Montpellier chez sa mère. Son père était décédé depuis plus de 3 ans. En feuilletant une revue, elle tombe sur un article relatant ces enregistrements mystérieux de l'autre monde. Elle en parle à sa mère, puis décide de mener une expérience. Elle insère une cassette vierge dans le magnétophone de son père et décide de l'enclencher. Pendant ce temps, les deux femmes décident de déjeuner. Monique engage la conversation et y mêle son père. Monique parlera à son père comme s'il était présent et lui dit « Papa, tu aimerais boire une tasse de café ? Tu aimerais ?» À la réécoute de la bande, Monique entend son père lui répondre à la question « Papa, tu aimerais boire une tasse de café ?» Il répond « Oui ». À la question « Tu aimerais ?» Il répond « Oui, je te dis ». Monique Simonet racontera dans son premier ouvrage À l'écoute de l'invisible « Ma mère et moi ne sommes donc pas seuls dans la maison, bien que personne d'autre que nous deux n'y soit visible. Mon père est là, nous venons d'en avoir la preuve. Cet appareil ne peut mentir, ce n'est qu'une machine. Ma mère pleure et n'ose y croire, c'est trop beau. Aurions-nous rêvé ? Nous écoutons de nouveau, 2 fois, 5 fois, 10 fois, le phénomène se répète, identique. La transcommunication instrumentale a permis d'enregistrer des centaines de milliers de messages en 30 ans de pratique. Elle reste pourtant encore inconnue à bon nombre de personnes, alors qu'elle confirme la réalité d'un possible au-delà. Monique Simonet fit connaître cette technique en France et enregistra des milliers de messages. À la question « Comment pouvez-vous être certaine que les réponses enregistrées émanaient bien du disparu censé être interrogé ?» elle répondra « Ce n'est pas moi qui ai authentifié les messages, mais les personnes qui, par retour de courrier, me remerciaient et confirmaient avoir identifié et reconnu leurs défunts par une expression, une intonation ou le rappel d'un détail personnel. Je peux affirmer que sur 20 messages, certains sont difficilement audibles, mais la majeure partie est suffisamment claire et quelques-uns vraiment identifiables. À la question comment réagissaient les personnes pour qui vous interveniez, elle déclara « Elles étaient très heureuses. J'ai reçu de nombreuses lettres de félicitations de personnes ayant retrouvé leur équilibre et je suis persuadé d'avoir évité quelques suicides puisque l'on me l'a confirmé. » Transcommunication instrumentale par l'intermédiaire d'un magnétophone, à cassette ou numérique, mais pas seulement. La TCI audio peut aussi fonctionner par le biais de la radio. D'ailleurs, certains chercheurs utilisent même de vieilles radios à lampe des années 1950 pour capter des messages dits VDR, pour voix directe par la radio, et obtiennent parfois des résultats époustouflants. En termes de TCI audio, nous avons aussi des PVE par téléphone. Plus rare, il est vrai, mais tout aussi surprenant. Des voix désincarnées enregistrées ou simplement entendues par l'intermédiaire de téléphones filaires ou portables. Outre la TCI audio, il existe aussi la TCI vidéo. Cette technique nécessite une télévision et un caméscope. La télévision ne doit être reliée à aucune antenne, ni câble, ni parabole. Le branchement qui doit être fait est appelé en boucle fermée, ce qui aura pour conséquence de faire apparaître de la neige, ces grains blancs en mouvement perpétuel. L'objectif de la caméra doit être dirigé droit sur l'écran de télévision lorsque celle-ci filmera. Les ondes hertziennes peuvent révéler quelques surprises. Certaines personnes affirment avoir vu des visages apparaître lors des séances de TCI vidéo en ayant pris soin d'enregistrer ces images. Après la TCI vidéo, il existe également la TCI photo. Méthode bien plus simple encore puisqu'il s'agit de posséder un appareil photo et de faire quelques clichés tout en tentant d'invoquer un quelconque esprit. On peut y voir parfois des formes spectrales à la manière d'un ectoplasme et déceler des visages. Lors de TCI vidéo et de TCI photo, on détecte souvent de petites boules blanches, des orbes. Ces orbes se présentent sous la forme de traces circulaires pâles, généralement inhomogènes et de tailles diverses, apparaissant parfois en grand nombre. Il y eut de nombreuses théories avec le temps pour tenter d'expliquer ce phénomène lumineux. Des poussières, du pollen, des gouttelettes d'eau, des flocons de neige, de petits insectes, des poils ou encore des fils d'araignée.
Lors de TCI vidéo, on remarque que ces orbes ont la particularité d'être en mouvement alors que la caméra ne l'est pas forcément. De nombreux enquêteurs et chercheurs en paranormal ont constaté après avoir examiné leur image et effectué divers ralentis que ces orbes semblaient réagir à l'environnement et ainsi adopter un comportement plus ou moins intelligent. Plus rare encore, la TCI par ordinateur. Par simple traitement de texte, on laisse l'ordinateur allumé sur une page blanche et à la manière de l'écriture automatique, on peut y voir une série de lettres s'afficher à l'écran. C'est un phénomène difficilement observable puisque cela arrive la plupart du temps à l'insu de la personne concernée. Toutes ces pratiques de transcommunication instrumentale n'ont aucun secret pour Adolf Holmes, expérimentateur de TCI en Allemagne dans les années 90. Sa technique des TCI audio à partir d'une radio varie quelque peu. Il sélectionnait plusieurs postes de radio branchés sur des stations en langue étrangère. C'est en procédant de la sorte qu'il entendit pour la première fois son nom et son prénom. Les messages obtenus étaient de langue allemande, alors que les postes utilisés n'étaient pas dans cette langue. On notera parmi toutes les communications qu'il a établies, une communication en français de Constantine Rauduvet qui fut enregistrée le 19 avril 1994 chez Adolf Holmes, en présence de 4 journalistes de la chaîne télévisée américaine CBS. Autre technique de TCI, moins répandue cette fois-ci, est la technique du miroir. Raymond Moody, médecin, psychologue et écrivain américain, décide, lui, de reprendre une expérience étonnante venant de la Grèce antique, celle du psychomanteum. Méthode qui consiste à se placer devant un miroir dans une cabine close. Raymond Moody popularisera, par le biais de ses travaux dans les années 70, le terme NDE, en français EMI, pour expérience de mort imminente. Ce psychomanteum est un instrument supplémentaire dans la transcommunication. Pour ce faire, on utilise un miroir qui doit être situé à environ 1 mètre du sol. La personne désireuse d'entrer en contact avec un défunt doit être installée dans un fauteuil situé à environ 1,20 m de distance. Il est toujours recommandé d'avoir sur eux une photo ou un objet ayant appartenu au défunt. En fait, tout ce qui peut évoquer une réminiscence, même partielle, doit être encouragé dans ce genre de séance. Le miroir doit être incliné, de telle sorte que le patient ne doit voir en aucun cas son image dans ce miroir, lequel ne doit refléter qu'une tenture noire, disposée dans une sorte de baldaquin situé au-dessus et sur les côtés de cette personne. Une très légère lampe doit projeter sa luminosité sur le miroir, au centre exactement. Miroir, fauteuil, inclinaison de celui-ci, inclinaison du miroir, disposition de la lampe, obscurité partielle, la réussite peut être spectaculaire ou l'échec total. Des phénomènes surprenants d'après Moody se présentent. Ombre, apparition de défunts en 3D, dialogue avec ce dernier. Une expérience délicate en soi. La technologie a fait d'énormes progrès au cours de ce XXIe siècle. Il existe à ce jour un panel d'équipements dernière génération utilisé par les enquêteurs en phénomènes paranormaux qui cherchent à établir divers contacts avec les défunts. La Ghost Box, petit boîtier ayant pour but de balayer toutes les fréquences hertziennes en produisant un bruit blanc. Un peu à la manière d'Adolf Holmes, la Ghost Box permet d'entendre en direct les réponses de l'entité présente. Le détecteur EMF, ou le K2, sert à mesurer les champs électromagnétiques car il est dit que les esprits en sont constitués. Cet appareil est un détecteur de champs électromagnétiques qui affiche la valeur détectée. Lorsqu'il capte un champ électromagnétique, il affiche la valeur, émet un bip qui varie en fonction de la puissance du champ détecté et allume une diode qui varie également en fonction de la puissance du champ détecté. Le melmètre, c'est également un compteur EMF, mais celui-ci est composé d'un thermomètre numérique intégré qui repère les fluctuations des températures. Cela permet de détecter les esprits qui, en attirant l'énergie de l'air, produit une zone froide. Le pod, appareil EMF statique qui détecte les variations de champs magnétiques. Si on le place au centre d'une pièce par exemple, il sonnera dès qu'une personne ou un esprit rentrera dans son champ. EDI, appareil avec 3 fonctions distinctes. Il affiche et détecte les variations de température, détecte les champs électromagnétiques et a aussi une fonction géophone qui détecte les vibrations. Le thermomètre infrarouge, appareil qui permet de prendre la température de manière très précise à distance. Il se présente sous la forme d'un pistolet possédant un pointeur laser. Il affiche la température de la surface visée par le pointeur laser et est utilisé pour détecter les points froids et les points chauds.
Le thérémine, instrument de musique électronique, il se joue avec les mains au niveau de l'antenne. Le vrai thérémine comporte 2 antennes. Plus vous approchez votre main de l'antenne, plus le son produit monte dans les aigus. Cet appareil peut jouer le rôle d'un détecteur de mouvement et d'approche en vous avertissant que quelque chose ou quelqu'un se trouve dans son champ d'action. Le brumisateur ou machine à fumer, il suffit de remplir le réservoir de la machine avec un liquide spécial, la laisser chauffer quelques instants et de l'enclencher. La fumée laisse parfois des formes apparaître, voire des visages. La pompe EMF est le micro à condensateur. Cette pompe émet un fort courant électromagnétique dans l'environnement que les entités utilisent pour pouvoir vous parler, apparaître, vous toucher ou encore interagir avec l'environnement. Le micro à condensateur permet lui de capter votre voix et de la retransmettre sous forme de champ électromagnétique. On peut également y brancher un lecteur MP3 afin de distiller de la musique sous forme d'ondes électromagnétiques. L'Ovilus. Il s'agit d'une banque de mots couplée à un synthétiseur vocal et à un détecteur de champs électromagnétiques spécialement calibré. L'appareil détecte les champs électromagnétiques et les associe à différents mots suivant la puissance du champ électromagnétique détecté, ce qui permet d'obtenir des réponses en direct aux questions que vous posez. Cet appareil donne plutôt d'excellents résultats durant les enquêtes. La Kinect. À la base, ce périphérique intégrant caméra et capteur est destiné à la console de Microsoft et permet de contrôler des jeux vidéo sans utiliser de manette. La Kinect est devenue avec le temps une solution à bas coût pour pratiquer de la capture de mouvements gestuels et facial. L'utilisation de plusieurs Kinect simultanément permet en effet d'obtenir un résultat proche de celui des systèmes professionnels. De plus, la caméra utilise un capteur de profondeur, ce qui permet de l'utiliser dans l'obscurité. À l'aide d'un logiciel sur ordinateur, la Kinect dotée d'un système de marqueurs actifs de haute résolution fournit en temps réel des positions inframillimétriques recréant sur ordinateur visage et silhouette humaine. J'ai évoqué précédemment la planche Ouija, mais il existe une autre variante moins connue de cette planche, la planche Ziria. En soi, c'est une planche de Ouija, mais plus évoluée. Elle contient en plus des lettres et des chiffres que l'on trouve sur une planche de Ouija traditionnelle, des mots et des expressions qui facilitent grandement la tâche de l'entité avec qui vous tentez de rentrer en contact, puisque cela lui évite la fastidieuse tâche d'épeler la totalité des mots qu'il veut vous adresser. Tous ces outils ne seraient rien sans appareil photo et caméscope. Outre l'appareil photo argentique et le Polaroid, on utilise de nos jours un appareil photo numérique. Et comme pour les anciens modèles, l'appareil photo numérique sert à capter toute orbe suspecte, ectoplasme ou ombre. En termes d'enregistreur audio, nous avons également évolué puisque de la bande nous sommes passés au numérique. Les enregistreurs numériques utilisés de nos jours servent toujours à enregistrer les PVE, mais ils sont capables d'enregistrer des sons à basse fréquence, souvent inaudibles à l'oreille humaine. Ils sont plus puissants encore que les enregistreurs ancienne génération. Le caméscope, tout comme l'appareil photo, sert à couvrir tout ce qui n'est pas vu par l'œil humain. Mais les caméscopes d'aujourd'hui emploient l'infrarouge et l'ultraviolet, là où l'on suppose résident le ou les esprits. D'autres caméras plus petites, des cam IR, servent pour la surveillance statique de plusieurs pièces en même temps, avec des caméras de vision nocturne, étant donné que pratiquement toutes les enquêtes se déroulent de nuit. Et j'expliquerai pourquoi dans la deuxième partie. Il est important de rappeler cependant les dangers que comportent de telles pratiques. Agir de la sorte et tenter d'entrer en contact avec d'éventuels défunts vous expose grandement. La TCI est un moyen par lequel les défunts, mais aussi les entités, se manifestent. Que cela fonctionne ou non, là n'est pas la question. Mais je tenterai d'approfondir le sujet dans la deuxième partie. Les personnes utilisant le Ouija ou diverses techniques de TCI donnent par conséquent le moyen d'avoir la main mise sur elles. Cas d'intrusion d'esprits possessifs, s'agissant parfois d'entités mauvaises profitant de la bonne foi des expérimentateurs. S'exposer comporte un risque, qu'on se le dise. C'est pour cela qu'une préparation est plus que nécessaire et qu'une ouverture d'esprit et un bon équilibre mental est important. Beaucoup d'adeptes du spiritisme ou simples chercheurs en phénomènes paranormaux décident de ne prendre aucun risque et prennent la décision donc de se protéger en brûlant de la sauge, par exemple, certains encens, ou de porter des médaillons et d'effectuer des prières. Il existe une autre technique pour communiquer avec les éventuels esprits, une technique à mi-chemin entre la planchette Ouija et la TCI, l'écriture automatique.
L'écriture automatique est un mode d'écriture dans lequel n'interviennent ni la conscience ni la volonté. Ce processus a au moins 4 champs d'application différents. En littérature, en psychologie, en peinture et en parapsychologie. Les parapsychologues envisagent avec cette technique l'intervention du paranormal comme effet de la dissociation psychique du sujet introduit dans une nouvelle dimension. Les hypnotiseurs associent cela à de l'auto-hypnose. L'écriture automatique se pratique aussi bien seule qu'en groupe. C'est une méthode plutôt répandue dans le domaine de la médiumnité. En parapsychologie, on peut aussi appeler cela la psychographie, terme popularisé par Allan Kardec lui-même vers la fin du XIXe siècle. Il existe différentes psychographies. La psychographie indirecte. Les esprits de l'au-delà peuvent profiter de la présence d'un médium pour provoquer les mouvements d'une table ou d'un objet. Le médium s'assoit à une table, pose une feuille de papier devant lui et tient un stylo en main au-dessus de la feuille. Les tenants du spiritisme affirment observer des mouvements du crayon qui tracent alors des phrases compréhensibles, mais dont toutes les lettres sont liées les unes aux autres. Il existe aussi la psychographie directe ou manuelle, également appelée écriture automatique mécanique. Dans ce cas, l'esprit contrôle légèrement les doigts du médium et écrit directement. Le médium sent de faibles coups dans sa main et la voit commencer à écrire des lettres, sans savoir quel va être le mot final. Il arrive que l'on reconnaisse le style calligraphique de l'esprit. Et enfin, la psychographie inspirée, aussi appelée écriture automatique inspirée ou intuitive. Dans ce cas, l'esprit dicte des phrases au médium par la pensée, et ce dernier les écrit directement sans réfléchir. Le médium est alors incapable de dire ce qu'il vient de rédiger et il ne prend connaissance du message entier qu'en le lisant par après. Le médium retranscrit ainsi des informations et des histoires dont il n'a absolument aucune connaissance à titre personnel. Le médium jouant le rôle de récepteur est sujet à ce que l'on appelle la clairaudience. L'écriture automatique inspirée est moins dangereuse que l'écriture automatique mécanique, puisque l'esprit n'incorpore d'aucune manière le corps du récepteur. Toutefois, il est déconseillé de pratiquer une telle technique de communication avec l'au-delà, tout simplement parce que nous n'avons pas les moyens physiques de savoir à quel interlocuteur nous nous adressons. Nous ne pouvons pas voir l'entité, alors comment être certain de savoir à qui on s'adresse ? Selon les publications du docteur et psychiatre américain Carl Wickland, basé sur plus de 30 années d'expérience professionnelle et reconnu pour ses méthodes de guérison mettant en œuvre des techniques de spiritisme, certaines personnes peuvent être perturbées par la psychologie. Il déclarera « Le problème grave de troubles mentaux provoqués par des expériences spirites inconséquentes attira pour la première fois mon attention lorsque j'eus vent des cas de plusieurs personnes dont les expériences apparemment innocentes avec l'écriture automatique et le Ouija aboutirent à une telle démence qu'elles durent être envoyées en hôpital psychiatrique. » La communauté scientifique se montre plutôt sceptique envers ces techniques, étant d'en expliquer certaines par 2 phénomènes psychologiques peu connus, à savoir l'effet idéomoteur et la pareidolie. L'effet idéomoteur est un phénomène psychologique où un sujet exécute des mouvements musculaires inconscients. Les scientifiques attribuent l'écriture automatique, la communication facilitée, certains tours de mentaliste, la Ouija et la radiesthésie à l'effet idéomoteur. Beaucoup de sujets ont du mal à admettre que leurs actions ne viennent que d'eux-mêmes, parce qu'ils en sont tout simplement pas conscients selon les scientifiques. La pareidolie est une sorte d'illusion d'optique qui consiste à associer un stimulus visuel, informe et ambigu, à un élément clair et identifiable, souvent une forme humaine ou un animal. Le cerveau structure son environnement en permanence, quitte à transformer les informations fournies par la rétine en objets connus. La pareidolie exprime la tendance du cerveau à créer du sens par l'assimilation de formes aléatoires à des formes référencées. S'il est incontestable qu'il y a du charlatanisme dans l'occultisme, de la fraude, une exploitation certaine de la crédulité humaine, il est tout aussi certain qu'il est impossible d'expliquer logiquement de nombreux phénomènes paranormaux, voire surnaturels. Force est de constater que de nombreuses personnes ont de réelles facultés, des capacités médiumniques.
Cependant, toute personne se voyant posséder un don médiumnique développe cependant des capacités médiumniques différentes selon les personnes, différentes capacités extrasensorielles. Le don médiumnique fut donc réparti en différentes catégories, et ce dont je vais vous citer ici rejoint la classification qu'en a fait Allan Kardec dans son livre Le Livre des médiums, paru en 1861. La clairaudience, le médium clairentendant a la capacité à entendre une entité parler. Elle débute généralement par des sensations d'appel, puis progresse généralement sur un plan mental en entendant des voix dans sa tête, puis de façon réelle, qui est la clairaudience aboutie. Bien sûr, il faut distinguer ce genre de voix avec celles provenant de troubles psychiatriques avérés. Par exemple, des médiums qui entendent des idées, des phrases qui ne proviennent pas d'eux. Dans le chapitre précédent, quand je parlais de l'écriture automatique inspirée, je disais que le médium jouant le rôle de récepteur était sujet justement à ce que l'on appelle la clairaudience. Il y a aussi la clairvoyance, ou médium clairvoyant, à ne pas confondre avec la voyance. Je reviendrai sur cette confusion. La clairvoyance est la capacité qui permet de voir une entité. De divers degrés, elle commence par entreapercevoir des ombres, discerner des formes et dans sa possibilité absolue, voir une entité de manière en chair et en os face à soi. C'est probablement l'une des capacités les plus difficiles à supporter, même pour un médium confirmé. Ensuite, il existe la clairsentience, capacité celle-ci à ressentir les ondes et d'en dégager des informations. La clairsentience est une forme de scan. Il est capable de savoir ce que ressentent les autres, mais il n'en souffre pas. Contrairement à l'empathie, les émotions des autres ne le parasitent pas. Il est capable de voir à qui il a affaire lorsqu'il rencontre quelqu'un, mais l'autre ne ressent aucune intrusion. Justement, le médium empathe, qui procède donc par empathie, a la capacité, lui, de ressentir facilement les émotions. Tout d'abord en provenance de personnes, tristesse, joie, colère. Elle peut aussi provenir d'entités lors d'un contact. Exemple, un médium qui change d'humeur au contact des autres, sans que ce soit la sienne, qui se met à pleurer sans raison en présence de personnes tristes, ou qui rit alors qu'il est lui-même triste au contact de personnes joyeuses. On peut également citer le médium parlant. Le médium en question prête son larynx et ses cordes vocales à une entité afin que celle-ci puisse parler de manière claire et perceptible. Il arrive ainsi que le médium s'exprime dans une langue qu'il ne connaît absolument pas, mais qui correspond à une langue parlée par l'entité. Le médium est parfois conscient, parfois inconscient. Ce phénomène est également appelé glossolalie. Le médium parlant s'exprime généralement sans avoir la conscience de ce qu'il dit et souvent il dit des choses complètement en dehors de ses idées habituelles, de ses connaissances et même de la portée de son intelligence. On peut aussi parler de xénoglossie. Le médium christique, lui, possède un magnétisme qui lui permet de guérir toutes sortes de maux et paralysies. Il est à la fois guérisseur et magnétiseur. Tandis que le médium guérisseur, lui, ne se soigne pas lui-même. Il sert uniquement de canal à une entité pour transmettre de l'énergie. À un malade, par exemple. Le malade peut être à proximité ou éloigné. Lorsqu'une personne donne sa propre énergie sans l'aide d'une entité, on parle alors de magnétiseur. Il existe également une médiumnité dite artistique, c'est-à-dire par le fait qu'un peintre, un musicien ou un poète devient un médium. Il transporte des messages venant de l'au-delà pour les transposer dans ses œuvres, une sorte de transe médiumnique. Le médium à matérialisation est un médium qui favoriserait la pseudo-matérialisation d'une entité. Ceci se manifeste soit sous la forme d'un ectoplasme ou d'une forme anatomique limitée, une main ou un visage par exemple. Le médium a effet physique. Celui-ci ignore généralement qu'il participe à cet effet physique. Involontairement, il cède de l'énergie à des entités. Celles-ci peuvent par exemple provoquer des bruits autour de lui. Si le phénomène se produit de manière désordonnée, alors on peut appeler ça un poltergeist. Un poltergeist, de l'allemand Poltergeist, dérivé de poltern, faire du bruit, et Geist, esprit. Et enfin, le médium à inspiration. Ce dernier est particulièrement réceptif aux idées suggérées par une entité. Cette faculté se confond avec l'intuition, la prémonition et l'inspiration artistique. Ces incitations se mélangent aux pensées personnelles du médium, qui peine souvent à faire la distinction. Ces suggestions sont bonnes ou mauvaises, créatives ou destructives, selon la nature de l'entité qui les produit. Un concept équivalent existe en psychanalyse, mais dans ce cas, les pulsions sont attribuées à l'inconscient et non à des entités extérieures.
Dans le type de cas où le don de médium est authentique, l'individu est souvent en proie à l'hypersensibilité. Il ressent des émotions submergentes, déroutantes, qui ne proviennent pas de lui, car il capte les énergies produites par des entités, des personnes, des lieux et de la conscience collective. C'est le type de médiumnité le plus difficile à déceler, car on peut le confondre avec un désordre psycho-émotionnel et une fragilité toute simple de l'individu dans ses ressentis. Je tiens tout de même à rajouter 2 autres dons médiumniques à cette liste que je considère comme non exhaustive hélas, à savoir la psychokinésie et le clair touché. Des objets et des lieux sont chargés d'énergie à cause d'événements violents ou répétitifs, et le médium peut être capable de voir et ressentir. On appelle cela la psychokinésie, et dans ce cas, il est possible de capter des PVE dits résiduels. Le clair touché, médium qui ressent les entités par le toucher. Cela commence par l'effleurement et peut se manifester dans l'absolu par des brûlures, des marques physiques sur le corps. Exemple, un médium clair touché, en entrant dans une pièce, peut ressentir une entité parce qu'il a une sensation au niveau de la main, comme si on le lui tenait. Je disais précédemment qu'il ne fallait pas confondre un médium clairvoyant à un voyant. En effet, il existe des nuances. Un voyant n'a pas forcément les facultés d'un médium. La confusion entre ces 2 capacités est largement répandue. N'oubliez pas ce que j'ai dit au début de ma vidéo. Le mot médium signifie en premier lieu milieu ou intermédiaire. La principale aptitude du médium est donc de jouer le rôle d'intermédiaire avec les défunts. Un médium n'acceptera pas forcément de pratiquer la divination, c'est-à-dire de la voyance. Un médium perçoit de façon spontanée et naturelle les manifestations du monde des esprits. Il a aussi la faculté de communiquer et d'instaurer des dialogues avec des personnes décédées. Il est plutôt considéré comme un messager. Le médium n'a aucune influence, ni aucun pouvoir sur les défunts, ni sur lui, ni sur ce qui lui est transmis. Seuls les détails perçus sur l'existence du défunt valideront la cohérence de cette communication avec l'au-delà. Par contre, la voyance est une capacité à connaître ou à percevoir des événements liés au passé, au présent, mais surtout au futur d'une personne. Un voyant n'est donc pas forcément un médium, car il n'est pas relié automatiquement à des défunts. Ses capacités de perception sont différentes. Le voyant doit avoir une sensibilité, une intuition et une empathie très développées. Il peut, grâce à cela, se lier au consultant, à sa condition de vie actuelle et ressentir son état d'esprit. Le voyant peut ordonner, préciser ses ressentis avec différents supports de divination. Les oracles et les tarots sont les plus connus et les plus couramment utilisés, mais il en existe de nombreux autres comme la boule de cristal. Les voyants, la plupart du temps, ne possèdent pas les facultés de perception spontanée qu'un médium peut avoir. Les voyants apprennent à maîtriser et à interpréter parfaitement leurs supports. Ce sont, dans la plupart des cas, des cartomanciens. Ils aideront ainsi les consultants à prendre les meilleures décisions pour leur avenir, tout en leur laissant le libre choix de modifier leur destin. Pour conclure, je dirais qu'il vous sera tout à fait possible de trouver un médium ayant des capacités de voyance. Par contre, il n'est pas du tout certain qu'un voyant puisse avoir des dons de médiumnité. Après tout ce dont je viens d'énumérer, après toutes ces explications que j'ai tenté de clarifier au mieux, on est en droit de se poser des questions. Je m'en suis moi-même posé énormément lors de mon enquête. Véritable don ou hypersensibilité accrue? Médium ou fin psychologue et habile illusionniste? Nous sommes en droit d'être sceptiques et les plus curieux se laissent facilement tenter par le spiritisme afin d'assouvir leur curiosité, mais aussi de savoir si authenticité il y a. Et ce monde parallèle qu'on nomme au-delà, existe-t-il réellement ? Pour l'Église, cela ne fait aucun doute, et elle ne nie pas la réalité des phénomènes dits paranormaux, autrement dit dont la science officielle, dans l'état actuel de son progrès, ne peut expliquer la cause. La Bible regorge de récits extraordinaires qui peut émerveiller jusqu'à ébranler nos convictions rationalistes. Guérison, exorcisme, songe, résurrection, apparition. Disproportion des faits? Affabulation? Peut-être pas. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que ce qu'on tente d'expliquer aujourd'hui existait déjà bien auparavant sous une autre forme. De nombreuses religions, dont principalement l'islam, le judaïsme et le christianisme, incitent les gens à ne pas pratiquer la TCI et d'exercer toute forme de contact avec les défunts.
Selon eux, les dangers sont bien réels. La TCI, c'est un peu comme le téléphone, diront certains hommes d'église. Lorsqu'on a décroché et qu'on entend quelqu'un nous parler, on ne peut vraiment être sûr de son identité qu'à partir du moment où la conversation fait état de quelque chose de connu entre nous et la personne avec laquelle nous sommes en train de parler et que nous sommes seuls à connaître. Le monde que certains tentent de joindre est un monde qui regorge de gens qui sont dans la peur, dans la tristesse et qui ne parviennent pas à en sortir. Ces gens-là ont besoin d'être aidés, et c'est le travail des centres de spiritisme et de médium qu'on qualifiera de certains comme des passeurs d'âme. Il y a des entités qui ne parviennent pas à comprendre qu'ils sont morts et continuent d'essayer d'avoir prise sur la matière. Il y a ceux qui feraient tout pour pouvoir reprendre un corps. Et enfin, il y a des belliqueux, des mal intentionnés, et dans le pire des cas, toujours selon l'Église, des démons. C'est pour cela que l'Église interdit tout contact avec l'au-delà, en pratiquant l'idolâtrie, l'évocation des morts, la nécromancie, la superstition et l'ésotérisme. C'est-à-dire toutes les pratiques occultes qui incitent à la négation de Dieu et des sacrements. Entrer en contact avec l'au-delà, c'est s'exposer à divers dangers que l'Église décrit en 5 phases. Tout d'abord, la hantise, manifestation d'un ou plusieurs esprits qui ont décidé de s'immiscer dans votre vie. Entre des bruits de pas, des portes qui se ferment et qui s'ouvrent sans aucune raison apparente, des lumières qui s'allument et s'éteignent toutes seules, des coups dans les murs, des respirations se faisant entendre, des sensations de toucher, une impression d'être observé, un malaise, des frissons, courants d'air froid, électricité statique qui parcourt tout le corps, votre vie peut se voir empoisonnée par toutes les manières possibles et parfois sans aucun répit jusqu'à ce que vous craquiez. Ensuite, l'obsession. Elle existe lorsqu'un esprit a décidé de s'imposer à la personne qui pratique le spiritisme et de se substituer à tous les esprits qu'elle pourrait appeler. La fascination. C'est l'illusion produite par l'entité et qui paralyse le jugement de la personne à l'égard des communications. Le jugement de la personne est annihilé et elle ne se rend pas compte qu'elle est fascinée et peut être amenée à croire n'importe quoi, voire à faire n'importe quoi du moment que l'esprit le demande. La subjugation. Elle existe lorsqu'une entité paralyse la volonté de la personne. L'esprit décide de rendre cette personne esclave et de le faire agir contre sa volonté. En effet, l'esprit aura le pouvoir d'obliger une personne à céder à sa volonté, même si cela est en contradiction avec les valeurs de la personne qui subit. Et enfin, la possession. C'est sans aucun doute ce qui peut arriver de pire. On parle de possession lorsqu'un esprit étranger prend possession d'un corps qui ne lui appartient pas. Il y a donc une sorte de cohabitation forcée. Les cas de réelle possession ne sont pas courants, mais ils existent pourtant et l'Église pratique des centaines d'exorcismes à travers le monde chaque année. Pour un médium, un expert en paranormal ou un homme d'Église, il n'est pas évident de déceler les vrais cas de possession, car en effet, bon nombre de personnes se sont vues incarcérées dans des unités psychiatriques parce qu'elles entendaient des voix ou tenaient des propos incohérents, le tout en vociférant. Le catéchisme de l'Église catholique rappelle qu'il convient avant tout de bien distinguer les maladies psychiques des véritables cas de possession démoniaque. On appelle cela le discernement. Le rituel romain au chapitre 2 Exorcisandis abscessis a demonio donne quelques signes qui permettent de diagnostiquer les cas réels de possession diabolique. Exemple, le fait de parler des langues non connues par la victime, l'esprit de blasphème, d'horreur instinctive ou inconsciente des choses saintes, en particulier la haine contre le Christ et la Sainte Vierge. La révélation de choses cachées au futur, sans raison naturelle qui puisse l'expliquer. L'utilisation d'une force qui dépasse les capacités humaines, les phénomènes d'apesanteur, se maintenir en l'air sans point d'appui. En cas de suspicion d'une action démoniaque, le prêtre exorciste examine le niveau d'enracinement du mal et de quelle manière Satan s'empare et influence la personne. Fascination, subjugation, possession. En second lieu, on pratique une prière pour la délivrance qui, à part son influence sur l'âme, permet de s'assurer si la personne est effectivement sous l'influence du mauvais. Si on constate pendant la récitation de la prière l'apparition de symptômes supplémentaires qui témoignent de la présence de l'esprit malin, on procède à un exorcisme solennel. Le sacramentel de l'exorcisme est pratiqué selon les recommandations du rituel romain. Les exorcismes sont tenus dans un endroit isolé, par exemple dans une chapelle ou dans un local approprié. Lors du rituel de l'exorcisme, outre le prêtre exorciste, peuvent y participer également des prêtres et des laïcs qui ont pour le rôle de prier à l'intention de la personne tourmentée et aider le prêtre en cas de besoin.
Ils ne peuvent prononcer une quelconque formule d'exorcisme que ce soit. L'exorcisme vise à expulser les démons ou à libérer de l'emprise démoniaque. L'entité la plus connue censée provoquer la possession est la force que les chrétiens nomment Satan ou le diable. Les exorcismes complets comprennent de longues prières d'introduction suivies de 3 différents exorcismes appropriés, toujours selon le rituel. Au début, l'exorcisme asperge la personne concernée avec de l'eau bénite afin de rappeler la purification du baptême. Suit une prière, la litanie, la lecture des psaumes et de l'évangile. Le prêtre exorciste pose ses mains sur la tête du possédé et invoque la puissance de l'Esprit Saint afin que le malin se retire. Le prêtre exorciste peut poser des questions sur le nombre et les noms des démons, sur la cause et la durée de leur présence dans la victime. Ensuite, on récite le credo ou le renouvellement des promesses du baptême. S'ensuit la prière du Seigneur, le Notre Père, après quoi l'exorcisme présente le crucifix et bénit la personne tourmentée. À ce moment-là, il prononce une formule de supplication adressée à Dieu et une formule ordonnant le rejet de Satan au nom de Jésus-Christ afin de pouvoir expulser le malin. On termine les exorcismes avec un chant d'action de grâce, une prière et une bénédiction finale. C'est le pape Jean-Paul II qui a approuvé ce rituel en 1999. Ce nouveau rituel de l'exorcisme remplace le rituel de l'exorcisme promulgué par le pape Paul V en 1614. 400 ans plus tard, soit en 2014, le pape François reconnut pour la première fois une congrégation des exorcistes, l'IAE, pour Association internationale des exorcistes, avec près de 250 prêtres de plus de 30 pays différents. L'exorcisme existe aussi dans d'autres religions, sous différentes formes. Ainsi, en islam, le ruqya peut chasser les mauvais esprits ou djinns. Dans le judaïsme, le Talmud puis la Kabbale décrivent des cérémonies d'exorcisme. La transmission du ministère d'exorcisme se fait en général de manière informelle d'un prêtre à un autre. Des formations avec des spécialistes dont des psychologues sont aussi prévues à l'échelle des diocèses. En France, une rencontre internationale est organisée tous les 2 ans. À Rome, des colloques sont proposés en accord avec le Vatican par l'Athénée Pontificale Regina Apostolorum sur le thème de l'exorcisme. Tout individu étudiant ces phénomènes de possession émanant d'éventuels démons, d'hommes d'église ou non, est appelé un démonologue. La démonologie est un terme désignant l'étude même des démons ou les croyances liées aux démons. Jusqu'à la fin du XIIIe siècle, peu d'intérêt était porté aux démons à proprement parler. Le traité sur le mal de saint Thomas d'Aquin, en 1272, rappelle que le diable est un hérétique et la sorcellerie un crime d'hérésie. Les objectifs de la démonologie sont d'opérer une classification hiérarchique des démons, de connaître leur histoire et de comprendre leur façon d'opérer. À cela, il existe 2 parties, le bien représenté par Dieu et le mal représenté par le diable. La démonologie établit que les anges sont les messagers et les ministres de Dieu dans ses relations avec les hommes et que, dès leur création, ils eurent le choix entre le bien et le mal. Ainsi, les anges qui choisirent le mal en s'éloignant de Dieu sont appelés les anges déchus et seraient les démons actuels. Aujourd'hui, il existe même un courant religieux qui vénère les anciens anges déchus et leur chef incontesté, Satan. On l'appelle le satanisme théiste. Pour toute personne ne croyant à l'existence de Dieu, il est difficile de concevoir l'existence du diable. Pour les personnes croyantes, grosse difficulté à affirmer l'existence de Dieu sans celle du diable. Autrement dit, en représentant le diable, Dieu ne peut que subsister. Le mal et le bien s'affronteraient donc continuellement. Mais comment être sûr de cela ? Un doute persistera à jamais selon moi. Le malin est-il bien réel ? Ne point réfuter, mais tenter d'en comprendre la cause, comprendre les dires et les expériences partagées, voilà ce dont je m'efforce à faire. Le monde parsème d'énigmes en tout genre. Pourquoi ne serait-il plus logique de penser d'où nous venions et non où nous allons ? De s'interroger sur notre provenance et notre destination constitue là un intérêt qui devrait nous être commun à tout un chacun. Communiquer avec les esprits ou contacter nos proches et défunts. L'intérêt premier diffère, mais souvent de nombreuses personnes ayant côtoyé la mort désirent plus que tout un dernier signe de celui ou celle qui fut pour lui d'une importance telle que cela a pu faire vaciller certains. Il n'est pas difficile d'imaginer ce que peut apporter un message d'un défunt à une personne soucieuse de lui. Un message perçu comme un acte généreux d'un contact jugé inespéré.
Il n'est pas difficile non plus d'imaginer la joie et le soulagement pour quelqu'un ayant reconnu un des leurs, que ce soit par sa voix ou par son visage. Certains diront que les messages sont à prendre ou à laisser, qu'ils sont à double tranchant, car autant ils peuvent nous émouvoir, autant ils peuvent nous décevoir. Pourtant, enregistrer un PVE, c'est quelque part l'impossibilité de faire son deuil, c'est en être exhorté, de savoir que le proche est là et non qu'il n'est plus. Mais je le sais que trop bien, nombreux d'entre vous pensent qu'il est préférable d'être rationaliste au possible et ne pas sombrer dans ces diverses hypothèses et théories. Mais je m'interroge. À force de vouloir tout rationaliser tout le temps, que perdons-nous à espérer l'ombre d'un instant? Le monde des morts existe bel et bien? Sommes-nous certains d'être en mesure de pouvoir établir un lien avec eux? Est-il vraiment déraisonné de vouloir établir un contact avec l'au-delà, d'exercer le rôle d'intermédiaire? Et à l'inverse, si nous étions invisibles soudainement, totalement transparents et dans l'incapacité de produire un son par le timbre de notre voix, comment ferions-nous pour communiquer avec autrui? Comment tenterions-nous de joindre les personnes que l'on est attaché? La mort peut arriver à tout temps, parfois sans prévenir, souvent injustement. Si une personne vous est chère, n'attendez pas qu'elle trépasse pour le lui dire. Vous ne gagnerez rien à l'avouer une fois celle-ci de l'autre côté, et vous aurez tout à perdre si c'est vous qui vous retrouvez là le premier. Ce que j'ai tenté de synthétiser avec vous n'est que mon analyse personnelle résultant de mes propres recherches. Par conséquent, voici ce qu'il fallait savoir selon moi, concernant le contact avec les défunts. Reste à vous présenter à présent ce qu'il fut démontré.